Chapitre 80. Bien m'en prenait de pouvoir copier sans lire, car on le comprend, la conversation de la Sagne me donnait fort à penser. Tous les jours, je m'apercevais davantage de ma terrible ignorance, et comme un voyageur perdu dans ces marais de houille tremblante, je ne savais plus où poser le pied pour trouver le passage solide qui devait me conduire au but que je poursuivais. Comment Adolphe ne m'avait-il pas parlé de tout cela ? C'étaient de si lointains horizons que ceux qui m'étaient ouverts à chaque moment que ma vue s'y perdait. Adolphe ne croyait donc pas que tout cela fût bien utile pour faire de la littérature, ou bien la littérature qu'il voulait me faire faire pouvait-elle se passer de tout cela ? J'avais vu si souvent son père hausser les épaules à nos projets de théâtre. N'était-ce pas que son père, qui savait tant de choses, se moquait tout bas de mes projets à moi qui ne savais rien. Et monsieur de Violaine, qui, instinctivement, lui, car, excepté en expertise et en aménagement forestier, il n'en savait guère plus que moi, et monsieur de Violaine qui instinctivement appelait mes essais de pièces des ordures et mes tentatives de poésie des guenilles, est-ce qu'il avait raison par hasard ? Enfin, on lirait, on travaillerait, on étudierait. Mais comment toutes ces choses dont j'entendais parler depuis la veille tiendraient-elles jamais dans ma tête sans la faire éclater ? Je comptais bien avoir sur tout cela une explication avec Adolphe. À 5h30, j'étais chez monsieur de Leuven, mais Adolphe n'était pas encore rentré. Il lisait au gymnase une pièce faite en collaboration avec Frédéric Soulier. À 6h moins un quart, je le vis apparaître plus morne et plus pensif qu'Hippolyte sur le chemin de Mycène. « Eh bien, mon pauvre ami, lui dis-je, encore refusé ?»« Non, me répondit-il, mais reçu à correction seulement. »« Alors tout espoir n'est pas perdu ?» Si fait. Après la lecture, Dormeuil nous a fait venir dans son bureau, et comme il trouvait des longueurs dans la pièce, à ce qu'il paraît, il nous a dit « Mes petits-enfants, il faut trancher dans le vif ». À ces mots, Soulier lui a arraché la pièce des mains en disant « Monsieur Dormeuil, on ne touche pas à ces choses-là ». Alors, vous comprenez, Dormeuil est furieux. Qu'est-ce que c'est que Dormeuil ? C'est un des directeurs du gymnase. De sorte que Soulier a déclaré que la pièce serait jouée comme cela ou qu'elle ne le serait pas du tout. À diable, ça lui est donc égal à Soulier d'être joué ou de n'être pas joué. Vous ne connaissez pas la tête de ce garçon-là, pas moyen de le faire plier. Savez-vous ce qu'il a dit à Varé ? Qu'est-ce que c'est que Varé ? Varé, c'est le régisseur de madame Oudinot, directrice de l'Ambigu. Eh bien, qu'a-t-il dit à Varé ? Nous lui avions apporté à lire un mélodrame intitulé « Le château de Kenilworth ». Varé le lit, il n'avait pas d'opinion bien arrêtée sur l'ouvrage. Quand nous allons hier pour avoir sa réponse, « Messieurs, nous dit-il, autorisez-moi à faire lire votre pièce à monsieur Picard. »« Oui, répond Soulier, pour qu'il nous la vole. »« Oh, monsieur Soulier, s'écrie Varé, vous volez votre pièce, un académicien. » Tiens, dit Soulier, les 3/4 des académiciens volent bien leurs fauteuils, pourquoi ne voleraient-ils pas les pièces ? Vous comprenez, mon cher ami, encore une porte fermée. J'avais bien eu l'idée d'aller chez mademoiselle l'évêque, qui est toute puissante au théâtre, et de lui offrir le rôle de Marie Stuart, qui est magnifique. Eh bien, vous savez ce qu'il est arrivé à Casimir de la Vigne lors de la lecture des Vêpres siciliennes au théâtre français. Oui, la pièce a été refusée. Non seulement la pièce a été refusée, mais encore, comme chaque votant est obligé de motiver son refus, une de ces dames a refusé parce que l'ouvrage était mal écrit. Et mademoiselle l'évêque vous a refusé pour le même motif ? Non, mais elle nous a dit que dans ce moment-ci, elle avait tant de créations qu'elle ne pouvait pas se charger de la nôtre. Diable, il paraît qu'il est inutile de faire, pour être actrice, des études aussi fortes que pour être auteur. Ah, mon cher ami, comment ne m'avez-vous pas dit que je ne savais rien et que j'avais tout à apprendre ? Là, mon cher, ne vous inquiétez donc pas de cela, vous apprendrez au fur et à mesure de vos besoins. Ah, tenez, voici ma mère qui nous fait signe de venir, allons nous mettre à table.
Nous montâmes, on me présenta à monsieur et madame Arnaud. Je connaissais déjà Lucien, Telleville et Louis. J'avais vu monsieur Arnaud à cette fameuse chasse du bois du Tillet, mais je n'avais pas eu l'honneur de lui parler. Dans le bois, il avait demandé qu'on lui assignât un bon poste. On l'avait placé à un endroit où, lui avait dit monsieur de Violaine, le chevreuil ne pouvait manquer de passer. Monsieur Arnaud, qui n'y voyait pas à 2 longueurs de fusil, avait essuyé les verres de ses lunettes, s'était assis, avait tiré ses tablettes et un crayon, et s'était mis à écrire une fable qui, depuis la veille, lui trottait par la tête. Au bout d'un quart d'heure, il avait entendu du bruit dans les broussailles, il avait déposé tablette et crayon, pris le fusil et mis en joue en attendant que l'animal passât. « Oh, monsieur !» s'était écriée une femme, « ne tirez pas, vous allez tuer ma vache !»« Êtes-vous bien sûr que ce soit votre vache et pas un chevreuil ?» avait alors demandé monsieur Arnaud. « Oh, monsieur, vous allez voir !» Et la femme, courant à la vache, s'était pendue à la queue de l'animal et l'avait si bien tiré que la pauvre bête s'était mise à mugir. « En effet, avait dit monsieur Arnaud, je crois que c'est moi qui me trompe. » Et il s'était rassis, avait reposé son fusil à terre, avait repris son crayon et ses tablettes, et s'était remis à sa fable qu'il avait conduite à bonne fin. La famille de monsieur Arnaud se composait de Lucien et de Telleville, ses 2 fils d'un premier lit, de Louis et de Gabriel, ses 2 enfants du second. La seconde femme de monsieur Arnaud était une demoiselle de Bonneuil. Et quelques mots sur cette excellente famille. Nous commencerons, comme l'Évangile, par les petits et les humbles. Gabrielle était une jolie enfant de 14 à 15 ans, d'une blancheur éblouissante. Elle ne comptait encore dans la maison que comme un bouton dans un bouquet. Louis avait notre âge à peu près, c'est-à-dire 20 ou 21 ans. C'était un joli garçon, blond, frais, rose, un peu poupin, souriant toujours, plein d'amitié pour sa sœur, de respect pour sa mère, d'admiration pour son père. Étienneville était un beau capitaine, bien brave, bien loyal, bien aventureux, bonapartiste comme toute la famille, jeté dans le monde artiste sans avoir jamais fait un hémistiche. Charmant esprit, du reste, plein de verve et d'originalité. Lucien, l'auteur de Régulus, et depuis de Pierre de Portugal et de Tibère, était un esprit froid et administratif plutôt qu'une âme poétique. Cependant, il y avait dans ses vers une certaine hardiesse, dans sa pensée une certaine mélancolie qui parlait à la fois à l'imagination et au cœur. Il avait, dans Pierre de Portugal, fait un des vers les plus charmants et les plus vrais que je connaisse, un de ces vers comme Racine en faisait dans ses bons jours, et que tout le monde sait parce qu'ils sont de Racine. Les chagrins du départ sont pour celui qui reste. 1 an avant mon arrivée à Paris, Régulus avait eu un succès énorme. J'en citerai quelques vers pour donner une idée de l'auteur, qui a renoncé, à ce qu'il paraît, à la littérature. Régulus va quitter Rome, pour laquelle il se dévoue, et il dit à Licinius « Je meurs pour la sauver, c'est mourir digne d'elle. Mais toi, Licinius, parjure à l'amitié, disciple de ma gloire, as-tu donc oublié ces jours où j'opposais dans les champs du carnage ma vieille expérience à ton jeune courage ? Aimant un vrai soldat dans un vrai citoyen, ne te souvient-il plus que par un doux lien ma tendresse voulait vous unir l'un à l'autre ? Le hasard a trahi mon espoir et le vôtre. Mais des bords du tombeau, je puis enfin bénir les nœuds qui pour jamais doivent vous réunir. Si tu l'aimes, viens, jure au Dieu de la victoire de servir aujourd'hui la patrie et la gloire, d'éclairer les Romains par toi seul égarés, de rétablir la paix dans ces remparts sacrés. Jure, dis-je, à l'instant je te donne ma fille, je te lègue mon nom, mon honneur, ma famille, et les dieux ne m'auront opprimé qu'à demi, si dans un vrai Romain je retrouve un ami. Lucien, à cette époque, avait 30 ou 32 ans, et sa carrière avait été toute administrative jusqu'à la chute de Napoléon, qu'il avait fait auditeur au Conseil d'État et préfet à 25 ans. C'était bien du reste, malgré un fond de souffrance physique qui l'attristait, un des meilleurs cœurs, un des caractères les plus bienveillants que je connaisse.
Pendant 5 ans, j'avais vu Lucien 2 ou 3 fois par semaine. Je ne sache pas que pendant cette longue période d'intimité, il soit sorti de ses lèvres une raillerie contre un de ses confrères, une plainte, un regret. C'était une de ces douces, tristes et sereines figures, comme on en voit dans les rêves. Qu'est-il devenu ? Je n'en sais rien. Depuis 1929, je l'ai complètement perdu de vue. 22 ans d'absence et de séparation m'ont certes fait sortir de son souvenir, ces 22 ans l'ont gravé plus profondément dans le mien. Il n'en était pas de même de Monsieur Arnauld. Je n'ai pas vu d'esprit plus subtil, plus aiguisé, plus railleur que ce flamboyant esprit. C'était ce que, sous les armes, on appelle un toucheur. Jamais Bertrand ni Lozès n'ont riposté par un coup droit plus rapide et plus sûr que ne le faisait Monsieur Arnauld à toute occasion, par un mot, par une épigramme, par une fusée d'esprit. Poète médiocre au théâtre, il excellait dans la fable ou dans la satire. Une fois, dans un moment de mélancolie, il laissa tomber de ses yeux une larme. Cette larme, comme celle que versa Aramis sur la porte de Porthos, fut peut-être la seule larme de Monsieur Arnauld. Il y trempa sa plume, et il écrivit les vers suivants, c'est-à-dire un chef-d'œuvre que lui envieraient André Chénier, ou Millevoye, Lamartine, ou Victor Hugo. La feuille. De la tige détachée, pauvre feuille desséchée, où vas-tu ? Je n'en sais rien. L'orage a brisé le chêne qui était mon seul soutien. De son inconstante haleine, le zéphyr ou l'aquilon, depuis ce jour me promène, de la forêt à la plaine, de la montagne au vallon. Je vais où le vent me mène, sans me plaindre ou m'effrayer. Je vais où va toute chose, où va la feuille de rose et la feuille de laurier. Je ne sais pas ce que donneraient les grands poètes, mes confrères, pour avoir fait ces 15 vers, mais moi je donnerais celui de mes drames que l'on voudrait prendre. La grande prétention de M. Arnauld, et cette prétention était malheureuse, c'était le théâtre. Il avait débuté par Marius à Minturne, du temps qu'il était chez Monsieur. La tragédie avait été représentée en 1790, et malgré la prédiction du comte de Provence qui avait déclaré qu'une tragédie sans femme ne pouvait réussir, Marius obtint un immense succès. Saint-Phal jouait le jeune Marius, Vanove Marius et Saint-Prix le Cymbre. Heureuse époque au reste où les hommes du mérite de Saint-Prix acceptaient des rôles où ils avaient une seule scène, et dans cette seule scène, ces seuls vers. Et quelle voix, quel regard et quel aspect terrible, quels bras opposent aux miens, un obstacle invincible, l'effroi s'est emparé de mes sens éperdus, je ne pourrai jamais égorger Marius. La pièce fut dédiée à Monsieur. J'ai entendu raconter à Monsieur Arnauld, qui racontait de la façon la plus spirituelle du monde, que ce succès l'avait rendu fort vain, fort tranchant et fort dédaigneux. Un jour, en 1792, il était au balcon du Théâtre Français, parlant haut selon sa coutume, menant grand bruit avec sa canne et empêchant les voisins d'entendre. Cela durait depuis le lever du rideau, et l'on était à la fin du premier acte, lorsqu'un monsieur, placé derrière Monsieur Arnauld et séparé de lui seulement par une banquette, se pencha, et lui touchant l'épaule du bout de sa main gantée, « Monsieur Arnauld, lui dit-il, laissez-nous donc, je vous en supplie, écouter comme si l'on jouait Marius à Minturne. » Ce monsieur si poli, et j'oserais presque ajouter si spirituel, c'était Danton. Un mois après, cet homme si poli et si spirituel faisait les massacres de septembre. Monsieur Arnauld eut si grand peur de ces massacres qu'il se sauva à pied. En arrivant à la barrière, il la trouva gardée par un sans-culotte, de nom comme de fait. Ce sans-culotte était occupé à empêcher une pauvre femme de passer, sous prétexte que son passeport pour Bercy n'était pas visé par la section des enfants trouvés. Or, en voyant l'insistance de l'honorable sentinelle, une idée vint à Monsieur Arnauld, c'est que ce terrible Cerbère ne savait pas lire. L'esprit est une terrible maladie, on n'en guérit pas.
Monsieur Arnaud, qui était très malade de cette maladie, s'avance hardiment vers le sans-culotte et lui présente son passeport à l'envers en lui disant « Visez aux enfants trouvés, voici le timbre ». Monsieur Arnaud avait deviné juste. « Passez », dit le sans-culotte, et Monsieur Arnaud passa. Dans l'intervalle qui s'était écoulé depuis Marius jusqu'au 3 septembre, jour auquel on était arrivé, Monsieur Arnaud avait fait jouer sa tragédie de Lucrèce. La pièce étant tombée, l'auteur mit la chute sur le compte de mademoiselle Raucourt. On sait que la répulsion de cet illustre artiste pour les hommes ne lui était pas tout à fait imputée à vertu. Au reste, plus tard, nous aurons à parler de mademoiselle Raucourt à propos de son élève mademoiselle Georges. Monsieur Arnaud avait suivi Bonaparte en Égypte. Il a raconté d'une façon fort amusante, dans son mémoire intitulé « Souvenirs d'un sexagénaire », la part qu'il prit à cette exposition. Au retour, il donna une tragédie ossianesque intitulée « Oscar », qui eut un grand succès et qu'il dédia à Bonaparte. Et puis les Vénitiens, dont le dénouement fut regardé comme une si grande hardiesse que les âmes sensibles ne pouvant le supporter, l'auteur fut obligé, à l'usage de ses bonnes âmes, de faire une variante, grâce à laquelle, comme l'Othello de Ducis, sa pièce, maintenant, finit par une mort ou par un mariage, au choix des spectateurs. Les Vénitiens eurent un énorme succès. Pendant l'Empire, étant chef de division à l'université, sous M. de Fontanes qui en était le grand maître, M. Arnaud fit entrer dans ses bureaux Béranger comme expéditionnaire à 1200 francs. Ce fut là que Béranger fit sa première chanson, Le roi d'Yvetot. Au second retour des Bourbons, M. Arnaud fut proscrit et se retira à Bruxelles. Nous avons dit comment, dans l'exil, il fit connaissance avec M. de Leuven à propos d'un soufflet que celui-ci donna à un officier étranger. Ce fut dans l'exil que M. Arnaud fit presque toutes ses fables, un charmant recueil à peu près inconnu aujourd'hui, attendu que personne ne lit plus guère de fables aujourd'hui. C'est justement pour cela que je tiens à en faire lire 3. Qu'on se rassure, ces 3 fables sont bien de M. Arnaud et non de M. Viennet. D'ailleurs, j'en réponds et l'on acceptera bien ma caution pour 3 fables. Hâtons-nous de dire au surplus que les fables qu'on va lire n'ont de fables que le titre, ce sont de véritables épigrammes. Le colimaçon. Sans amis comme sans famille, ici-bas, vivre en étranger, se retirer dans sa coquille au signal du moindre danger, et s'aimer d'une amitié sans borne, de soi seul emplir sa maison, en sortir suivant la saison pour faire à son prochain les cornes, signaler ses pas destructeurs par les traces les plus impures, outrager les plus tendres fleurs par ses baisers ou ses morsures, enfin chez soi comme en prison, vieillir de jour en jour plus triste, c'est l'histoire de l'égoïste et celle du colimaçon. Le droit de chasse. Un jour, le roi des animaux défendit par une ordonnance à ses sujets, à ses vassaux, de courir sans une licence sur quelque bête que ce soit, promettant, il est vrai, de conserver ce droit à quiconque en usait pour un motif honnête, tigres, loups et renards, de présenter requête à sa majesté, loup pour courir le mouton, renard pour courir le chapon, tigre pour courir toute bête. Parmi leurs députés qui criaient à tue-tête, un chien s'égosillait à force d'aboyer. Plaise à sa majesté, disait-il, m'octroyer droit de donner à la chasse en toutes circonstances à tous les animaux vivants de ma substance. Gentilshommes, permis à vous de giboyer, dit s'adressant au tigre, au loup, au regard même des forêts le maître suprême. Aux chasseurs tels que vous permis de déployer, même chez leurs voisins, leurs efforts, leurs astuces, mais néant au placé du chien, que réclamait pourtant ce roturier-là, rien que le droit de tuer ses puces. Les 2 bambous.
L'an passé, c'était l'an 40, l'an passé, le grand Turc disait au grand vizir: quand pour régner sous moi je daignais te choisir, Roustan, je te croyais d'une humeur différente. Roustan met son plus grand plaisir à me contrarier, quelque ordre que je donne, au lieu d'obéir, il raisonne, toujours des si, toujours des mais, il défend ce que je permets, ce que je défends, il l'ordonne. À rien ne tient qu'ici que je ne te fasse voir à quel point je suis las de ces façons de faire. Va-t'en, qu'on fasse entrer mon grand eunuque noir, c'est celui-là qui connaît son affaire, c'est celui-là qui, toujours complaisant, sans jamais m'étourdir de droit et de justice, n'ayant de loi que mon caprice, sait me servir en m'amusant. Jamais ce ton grondeur, jamais cet air sinistre, ainsi que tout désir, m'épargnant tout travail, il conduirait l'empire aussi bien qu'un sérail. J'en veux faire un premier ministre. En fait de politique et de gouvernement, sultan, dit le vizir, chacun a son système. Te plaire est le meilleur, le mien conséquemment est mauvais. Toutefois, ne pourrais-je humblement te soumettre un petit problème? Parle, ce n'est pas d'aujourd'hui que péniblement je me traîne, vieux et cassé, sultan dans sa marche incertaine. Ma faiblesse a besoin d'appui. Or j'ai 2 roseaux de la Chine, plus fermes qu'un bâton. L'un ne s'est pas plié, l'autre élégant, léger, droit comme un peuplier, est plus souple qu'une badine. Lequel choisir? Lequel? Roustan, je ne crois pas qu'un flexible bambou puisse assurer nos pas. Tu le crois, lorsque tu m'arraches ton sceptre affermi par mes mains pour le livrer à des faquins sans caractère et sans moustache. Roi, vos ministres sont pour vous ce qu'est pour nous ce jonc dont l'appui nous assiste. Je le dis des vizirs ainsi que des bambous, on ne peut s'appuyer que sur ce qui résiste. Lisez les unes après les autres les 150 fables de M. Arnauld, et dans toutes vous trouverez la même facilité, le même trait, la même allure frondeuse. Lorsque vous les aurez lus, vous ne direz certes pas de l'auteur « c'est un bon homme », mais à coup sûr vous direz « c'est un honnête homme ». En 1815, M. Arnauld avait donc été exilé. Pour quel motif? C'était si peu important qu'on ne s'en était pas préoccupé. On avait mis son nom sur la liste et voilà tout. Et qui avait signé cette liste? Louis XVIII, autrefois Monsieur, c'est-à-dire ce même comte de Provence, près duquel le poète avait commencé sa carrière et auquel il avait dédié son Marius. Et comme il n'y avait point de motif pour qu'on exilât M. Arnauld, l'esprit de parti qui en avait inventé un, et on lui disait qu'il était proscrit en qualité de régicide. Mais il y avait 2 raisons péremptoires pour que cela ne fût pas. La première, c'est que M. Arnauld n'était pas de la Convention. La seconde, c'est qu'en 1792 et 93, il était à l'étranger. Néanmoins, le bruit prit tacitement consistance et personne ne douta bientôt que M. Arnauld ne fût exilé pour cette cause. De Bruxelles, M. Arnauld envoya Germanicus, qui fut joué le 22 mars 1817 et défendu le lendemain. Pendant la représentation, la tragédie était descendue du théâtre dans le parterre, où il s'engagea une terrible bataille où il y eut des blessés et même un mort. Le combat se livrait entre les gardes du corps et les partisans du gouvernement déchu. L'arme dont on se servit généralement dans cette mêlée était du genre de ces bambous sur lesquels Roustan, le premier vizir de ce grand Turc dont nous venons d'entendre les doléances, avait l'habitude de s'appuyer. On comprend que plus ils étaient gros et moins ils pliaient, meilleurs ils étaient pour l'attaque et la défense. On nomma dès lors ce genre de canne des Germanicus. Les haines étaient vigoureuses à cette époque. Le surlendemain de la représentation, Martinville publia un article virulent qui atteignait M. Arnauld jusque dans son honneur privé.
Cet article, à la suite d'un soufflet donné par Telleville aux critiques, amena un duel dans lequel, comme nous l'avons dit plus haut, le journaliste eut la cuisse fouettée par une balle. Plus tard, on a repris Germanicus. Nous avons assisté à cette reprise, mais jetée hors des passions du moment, la pièce n'eut plus aucun succès. Cette proscription inattendue, inouïe, imméritée, avait infiltré dans le caractère de M. Arnauld un certain fiel qui perçait en toute occasion, et que ne parvint point à lui chasser du sang le lait de 100 000 francs que par son testament lui fit Napoléon. Ce lait servit à bâtir, rue de la Bruyère, une jolie maison dans laquelle, comme toujours, le bâtisseur enfouit le double de la somme qu'il comptait y mettre. De sorte qu'après avoir hérité de 100 000 francs, M. Arnauld se trouva de 100 000 francs plus pauvre qu'auparavant. M. Arnauld aimait les vers pour les vers, il en faisait surtout. Il en avait fait sur son portrait, sur la porte de son jardin, sur l'abbé Geoffroy, sur la niche de son chien, sur un poète en uniforme dont le portrait venait d'être exposé au dernier salon. Voici ces vers dans lesquels se trouve non seulement l'esprit, mais encore le caractère de l'auteur. Vers sur le portrait de l'auteur. Sur plus d'un ton je sais régler ma voix, ami des chants, des arts, des combats et des fêtes, en vers dignes d'eux quelquefois, je fais parler les dieux, les héros et les bêtes. Pour la porte de mon jardin, bons amis, dont ce siècle abonde, je suis votre humble serviteur, mais passé, ma porte et mon cœur ne s'ouvrent plus à tout le monde. Sur un homme qui n'a pas le vin bon, il est altéré de vin, il est altéré de gloire, il ne prend jamais en vain sa pinte ou son écritoire. Des flots qu'il en a fait couler, abreuvant plus d'un délire, il écrit pour se saouler, il se saoule pour écrire. Pour la niche de mon chien, je n'attaque jamais en traître, je caresse sans intérêt, je mords parfois mais à regret, bon chien se forme sur son maître. Pour le portrait d'un poète en uniforme, au Parnasse ou sur le terrain, en triompher est peu possible, l'épée en main il est terrible, terrible il est la plume en main. Et pour se battre et pour écrire, nul ne saurait lui ressembler, car s'il ne se bat pas pour rire, il écrit à faire trembler. Au milieu de toutes ces tribulations, M. Arnauld avait toujours adoré les chiens. Sur 50 de ses fables, plus de 20 ont pour héros ces intéressants quadrupèdes. Au moment où j'eus l'honneur de pénétrer dans le sanctuaire de la famille, la porte en était gardée par une horrible bête moitié roquet, moitié caniche, ayant nom Ramponneau. De ce chien, M. Arnauld ne pouvait se passer. Il l'avait dans son cabinet pendant son travail, dans son jardin pendant ses promenades. Il n'y avait que dans la rue que M. Arnauld ne l'emmenait pas de peur des boulettes. M. Arnauld avait présidé lui-même à l'éducation de son chien et sur un certain point, il avait été inexorable. C'était sur les ordures que Ramponneau se permettait de faire dans son cabinet. À peine la vue et l'odorat avaient-ils dénoncé le crime commis que Ramponneau, saisi par le bas des reins et par la peau du cou, était conduit vers l'endroit où l'incongruité avait été faite et fustigé d'importance. Après quoi, selon une vieille tradition qui se perd dans l'obscurité des âges, on frottait le nez de Ramponneau dans le corps du délit, opération qu'il subissait avec une répugnance visible. Ces fautes quotidiennes et la correction qu'elles entraînaient durèrent 2 mois à peu près, et M. Arnauld commençait à craindre que Ramponneau, qui du reste possédait une foule de talents d'agrément, comme de faire le mort, de monter la garde, de fumer la pipe, de sauter pour l'empereur, ne fût inéducable. J'en demande pardon, ne trouvant pas le mot que je cherche, je crois que j'en fais un.
Monsieur Arnauld, dis-je, commençait à craindre qu'il ne fût inéducable sur ce seul point, lorsqu'un jour, Ramponneau, qui venait de commettre son crime accoutumé, voyant son maître tellement plongé dans sa tragédie de Guillaume de Nassau, qu'il ne paraissait pas s'apercevoir le moins du monde de ce qui venait d'arriver, alla le tirer par le bas de sa robe de chambre. Monsieur Arnauld se retourna, Ramponneau fit 2 ou 3 gambades pour attirer son attention, puis lorsqu'il fut bien sûr de l'avoir captivé, il alla droit vers la chose que nous avions appelée le corps du délit, et s'y frotta de lui-même, sans y être contraint ni forcé, avec une répugnance visible, il est vrai, mais avec une touchante résignation. Le pauvre animal s'était trompé, il avait cru que les coups de fouet et la punition qui en était la suite n'avaient d'autre but que de lui apprendre à se frotter le nez seul dans l'objet en question. L'éducation de Ramponneau était complètement faussée, et il conserva toute sa vie ce défaut auquel la muselière dont il fut doté n'apporta qu'une légère amélioration. J'ai parlé de cet esprit de riposte si rapide et si remarquable chez M. Arnauld. J'en citerai d'abord 2 exemples, puis en leur lieu et place ceux qui se présenteront plus tard. Un jour, je descendais avec lui la rue de la Tour des Dames. Un élégant qui conduisait un tilbury et qui n'était pas maître de son cheval dans cette rapide descente manque de l'écraser. M. Arnauld n'était pas endurant. « Fichu polisson, dit-il, ne pouvez-vous donc pas faire attention à ce que vous faites ?»« Comment, fichu polisson ?» s'écrie le jeune homme. « Eh oui, répète M. Arnauld, fichu polisson. Monsieur, vous me rendrez raison de cette insulte, voici mon adresse. »« Votre adresse, répond M. Arnauld, gardez-la pour conduire votre cheval. » Un autre jour, aux Champs-Élysées, il passait à côté d'un prêtre sans le saluer. Nous avons dit que M. Arnauld avait la vue très courte. D'ailleurs, il n'aimait pas beaucoup les hommes noirs, comme on les appelait à cette époque. Le prêtre, qui l'avait presque coudoyé, se retourne. « Voyez-vous ce jacobin, dit-il, qui me coudoie et qui ne me salue pas ?»« Monsieur, lui répondit M. Arnauld, ne soyons pas plus exigeants que l'Évangile. Hors de l'Église, pas de salut. » Je m'aperçois que dans tout cela, j'ai oublié Madame Arnauld, qui pouvait avoir 40 ans lorsque je lui fus présenté, et qui à cet âge était encore une charmante femme, petite, brune, ronde, jolie, pleine de grâce et d'esprit. Madame Arnauld fut parfaitement bonne pour moi pendant 5 ans, puis cela changea. Peut-être aussi fut-ce ma faute, on en jugera à l'occasion.